Vas-y, insulte-moi. Non, je vais insulter les Québécois à la place. Non, là, non. Ah non, je peux pas faire ça? Non. T'as pas le goût de gérer du caribou dans les Non, j'ai commentaires? pas le goût encore de gérer des commentaires. C'est ça, Yann, encore, telle affaire. Puis... Mais Yann, il est toujours fâché. Hey, c'est pas de ma faute à moi si les Québécois demandent au gouvernement de gérer lunch de leurs enfants, puis après ça, ils leur demandent de fixer les prix à l'épicerie parce que c'est trop difficile de prendre 7,50 divisé par 2. Ça marche pas dans leur tête parce que c'est pas un nombre pair. Là, tu te dis, tabarnache, man. Les Québécois, man, ils demandent tout au gouvernement. Gère ma vie, s'il te plaît. Je t'ai écœuré de typer la fille au McDo. Non, au McDo, il n'en demande pas. Je t'ai écœuré de typer la fille au Subway. Peux-tu lui dire d'arrêter de mettre des types sur sa petite machine? Puis en plus, c'est insultant pour mon intelligence. Ils mettent des emojis, man. Amène-moi Simon Autin-Barrette pour tout régler ça. Ça nous prend un projet de loi. Non, les Québécois, dans leur niveau d'autonomie, m'épatent au plus haut point. Je veux dire, on est prêt pour la souveraineté. Je vais faire apparaître à l'écran dans quelques instants parce que Frank t'a dit de pas le faire, mais tu l'as fait. Je l'ai fait pareil. Écoute, on commence à être habitué. C'est ça qui est ça. Moi, ce que j'ai le mieux aimé dans l'annonce du premier ministre, c'est ça ici. Je vais vous mettre le tweet à l'écran parce qu'il est tout à fait savoureux. En plus de ça, le truc sur les pourboires. Non, dis pas ça. Lis pas ça. Ben là, lis pas ça. C'est le point de départ du podcast d'aujourd'hui. Non, tu peux pas lire ça, man. C'est insultant pour notre intelligence. Donc. Barnouche, il est vraiment susceptible aujourd'hui. Oh, ouais. Donc, on protège le pouvoir d'achat des Québécois en s'attaquant notamment aux affichages des prix à l'épicerie et des pourboires. Donc, c'est présenté comme une genre de mesure contre l'inflation, cette affaire-là. Ça va-tu dans son bouclier anti-inflation, ça? Je pense que oui. Donc, vous aurez compris, pour ceux qui sont en audio, que ce qu'on voit à l'écran, c'est une publication de François Legault. Exactement. Qui, il y a des belles petites infographies, il y a une carte de crédit. Et là, on nous dit que le ministre de la Justice, là, il n'y a pas de problème dans les trucs de justice d'abord. Il n'y a pas de retard dans les cours de justice. Donc, lui, en ce moment, il est sur un dossier absolument de priorité qui est d'encadrer les pourboires qui sont demandés par les commerces. Parce que sur les machines à pourboire, tu as des trucs révoltants, comme par exemple des suggestions de pourcentage avec des petits bonhommes à côté. Et c'est ça. Regarde, là, on nous dit, tu vois, regarde, admettons, avant qu'ils fassent la loi, tu as le petit truc, puis ça serait écrit, voulez-vous laisser un pourboire avec 20 18 15 aucun pourboire. Et après, on va avoir 15, 18, 20 autres et aucun. Moi, je ne sais pas pourquoi il n'y a pas 10 aussi, là, mais en tout cas, c'est tant qu'à ça. C'est comme ça. Fait que, on s'est dit qu'on allait en parler dans le podcast parce qu'il y a un propos à faire sur les plus génériques sur les pourboires qui n'est pas nécessairement relié à ça. Là, mais je pense que, juste finir, Yann, je pense que c'est un cas typique. La raison pour laquelle on a proposé d'en parler, c'est que c'est un cas typique de ce qu'on a appelé le Geloso Tree. C'est là, j'allais. Donc, rappelons ce qu'est le Geloso Tree. Là, c'est plate, j'ai pas pensé de sortir le visuel par étape. Trouve-nous ça, Yann, parce que je pense qu'il n'y a pas meilleur cas que ça. Et la première étape du raisonnement, Vincent, qui est à la base de cet arbre de décision-là, on s'en rappellera, c'est est-ce qu'il y a un problème? Première étape. En fait, est-ce qu'il y a vraiment un problème? Est-ce qu'il y a vraiment un problème? Voici le Geloso Tree. Ah non, je me suis trompé. Pas la bonne image. C'est moi qui se trompe avec les trucs d'habitude. Ah non, mais c'est ça. Ça, c'est le Québec, ça. Tabarnak. Ça, c'est le Québec. Hein? Je le savais qu'il allait faire un truc de même. Je connais mon Yann. Ah non, on va y aller avec le Geloso Tree. Ça, c'est plus intelligent. Là. Bon, la vraie infographie, on va la mettre pour que les gens puissent la voir. Ben, nous, ça, là, full screen. Là. On va l'amener. Il est ainsi. Tiens. C'est bon. Est-ce que le gouvernement doit agir? Est-ce vraiment un problème? Oui ou non?
Essaies-tu Non, d'imiter le député français qui sait pas lire ou ouais. Non, ne rien faire. Oui, bon, mettons qu'on passe les pourboires ici, là, dans... Et que vous n'êtes pas généreux aujourd'hui, vous deux. Mettons qu'on est... Ben, Jack, je vais être généreux, OK? Je vais dire que la question des pourboires passe le premier test, OK? Il y a vraiment un problème avec les pourboires au Québec. Je suis généreux en sacrament quand je dis ça, là. Je suis vraiment, vraiment généreux quand je dis ça. Il y a vraiment un problème. Là, on arrive à la deuxième question. Est-ce qu'il y a des solutions privées? Oui, il y en a. Ils appellent 10 boutons, tu écris haute pour boire, tu pèses dessus, puis tu le comptes, sacrément. Ben, il y en a plein des solutions. Un, tu peux payer, si tu payes en argent, tu n'es pas confronté à ça, premièrement. Exact. Deuxièmement, tu as ton libre arbitre. Là, c'est plate, là, ça existe encore. Tu es libre de faire ta propre décision. Tu peux ne pas en laisser ou pas. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre, Vincent? Là? J'essaie de. Ben, Trouver sa paire de couilles. écoute, euh, il y a une première chose, puisqu'on le met dans l'angle du Joel Sautry, une des premières choses qu'il faut souligner, c'est la troisième étape, parce que l'État fait quelque chose qui empire un peu la situation. Ah ouais, Et bon point. la réponse ici, c'est que la quantité de développement qu'on fait, où est-ce qu'on regarde justement le pourboire est utilisé davantage comme une manière de rémunérer les employés. C'est une manière détournée pour les employeurs d'augmenter les salaires des employés, étant donné que de manière réglementaire, on augmente tous les autres coûts des restaurants. Écoute, je me souviens en 2016 ou 2015, j'avais écrit avec Jasmin Guenette une note pour l'Institut économique de Montréal sur la bouffe de rue. On avait expliqué c'était quoi à Montréal la réglementation sur voyons, les camions de rue, là, pour street food, là, les street food vendors, et à quel point c'était complexe. Mais quand je dis complexe, là, c'était débile. C'était d'un ridicule consommer la quantité de réglementation qui existait, qu'il fallait qu'ils se plient avec ça. Et on remarquait aussi dans l'étude, on avait pris le temps de noter que toutes les autres réglementations sur les autres commerces qui existaient pour répondre à la crainte que les gens disaient: ouais, mais là, ça va faire mal aux restaurants qui ont pignon sur rue. On avait dit non, justement, la raison que les restaurants pignon sur rue ont des problèmes, c'est parce que le gouvernement municipal augmente les réglementations de beaucoup. En fait, c'est un des trucs les plus cachés des dernières décennies, mais puis la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante l'a fait, donc CFIB, il montrait qu'en fait, il y avait une tendance à la hausse de la réglementation et des villes comme Montréal étaient comme 75 ou 76e de toutes les villes au Canada, donc en termes de réglementation, donc parmi les plus réglementées. Ça me fascinait, cet exemple-là. C'était, grosso modo, l'argument, c'était qu'il ne faudrait pas avoir de bouffe de rue parce qu'ils ont un avantage concurrentiel déloyal dû au fait qu'ils ne payent pas de taxes municipales. Mais là, il n'y a personne qui est arrivé pour dire « Hey, on pourrait peut-être baisser le taxe municipale. » Non, non, ils ont dit « Chris, on va les interdire de vendre dans la rue. » Oui, exactement. Oui, mais puis tout le monde sait que quelqu'un qui a un chariot et qui vend des peanuts au caramel dans la rue, c'est le même genre d'activité économique qu'un restaurant avec des tables, puis une surface de pieds carrés, des employés, un inventaire. Tout le monde a compris là, que le stand de peanuts au caramel, comme vous voyez, comme on voit ça partout dans les rues en Europe, là, notamment à Londres, là, il y a ça partout. Ça sent toujours le caramel quelque part. Il y a un gars qui fait des peanuts au caramel. Je sais exactement de quoi tu parles en plus. En fait, des fois, c'est enrobé de vanille. Ils le font dans la vanille. Ceux-là, c'est vraiment, ils sentent très bon. Mais ça ne goûte pas aussi bon que ça sent, par contre. Non. Ça m'a déçu, moi, quand je l'avais essayé. Mais la réglementation, la manière de le voir, c'est que tu augmentes les coûts pour les entrepreneurs. Mais les entrepreneurs, s'ils doivent continuer d'attirer des employés, après que tu aies augmenté leurs coûts via la réglementation, ben, il faut qu'ils se tournent vers d'autres manières d'augmenter les salaires. Donc, la dépendance sur les pourboires est encore plus grande. Si vraiment tu as un problème avec ça, peut-être que tu peux réduire les coûts d'opération des restaurants. Mais la preuve, c'est qu'on a 2 salaires minimums au Québec. Tu as le salaire minimum des employés et des employés à pourboire, qui est inférieur, évidemment. Oui. Mais c'est là que je pense que c'est peut-être plus important de dire, est-ce que vraiment c'est un problème, le pourboire? Puis je pense que la réponse, c'est, en fait, pas je pense, je sais que la réponse, c'est un big fat non. Parce que le pourboire, en fait, c'est probablement une institution
hyper efficace qui règle un paquet de problèmes pour les entrepreneurs, qui augmente la productivité dans le secteur de la restauration, qui augmente les salaires dans le secteur de la restauration, puis que si tu les enlevais, tu aurais probablement, ou si tu te mets à les réglementer, tu aurais des résultats encore pires que ce que tu te plains aujourd'hui et qui sont probablement les mauvais résultats que tu observes, le résultat de la surréglementation de la restauration. T'étais-tu au courant de la règle du 8 au Québec? Je ne sais pas c'est quoi. C'est des employés pour boire, dans le fond. On prend pour acquis que il y a un 8 de pourboire qu'ils ont reçu, puis ils doivent le déclarer de façon automatique. Il y a quelque chose de similaire aux États-Unis où est-ce que c'est des credits, faire le salaire minimum fédéral, mais je ne savais pas qu'il y avait un truc comme ça où est-ce qu'ils présument que tu as fait 8 ce qui est absolument atroce comme idée. Vous devez attribuer un montant à titre de pourboire à l'employé qui vous déclare des pourboires représentant moins de 8 du montant de ses ventes, pouvant lui donner lieu à la perception d'un pourboire. Ben écoute, faisons c'est quoi la logique économique de c'est quoi un pourboire, puis après ça, je pense qu'à la fin, les gens vont trouver que toutes ces règles-là devraient probablement disparaître. Fait il faut comprendre qu'il y a 3 choses que le pourboire réussit à faire. Le premier, c'est ce qu'on appelle le problème du principal agent. Le deuxième, c'est la discrimination salariale selon la productivité. Puis le troisième, c'est le problème de comment trouver le bon salaire. Fait que, Puis, écoute, une petite nuance qui est le fun ici. J'aime ça de couper, de toute façon, c'est le fun. C'est vraiment le fun quand tu essaies de développer une idée. Oui, mais c'est pas grave, il est c'est bon. Yann. Mais mettons que tu trouves que 8 c'est trop élevé parce que tu ne reçois pas ça en type. Tu peux remplir le formulaire TP42.15 pour avoir un taux d'attribution inférieur. C'est quand même bien hein, d'avoir pensé à tout ça. Moi, ça m'épate, moi. Là. Ouais, mais tu fais juste demander aux gens de dépenser plus de ressources et d'énergie pour justement garder un peu plus de ce qui leur appartient, c'est-à-dire leur salaire. Écoute, faisons les 3 problèmes. Là. Fait que le premier, le problème du principal agent, parce que Yann, si je ne me pousse pas un petit peu, là, il va continuer de m'interrompre. Parce que Yann, quand il y a un hamster qui passe dans sa tête, il est parti. Le principal agent. Bon, tu peux-tu expliquer ça en français maintenant? Principal agent, c'est quand moi, je suis un employeur, puis c'est ma compagnie, la personne qui est mon employé n'a pas les mêmes incitations que moi. Lui, il veut rentrer à 5 heures. Moi, je veux maximiser mes profits. Il y a un conflit entre ce que toi, tu veux et ce que moi, je veux. Quand on dit, on essaye souvent, comme par exemple des PDG qui reçoivent des primes à la performance, ben, l'idée, c'est d'aligner les incitations des deux pour que la maximisation des profits soit concomitante avec la maximisation du bien-être du travailleur. C'est pour ça qu'on aime lui donner des actions, par exemple, au lieu du salaire. Exactement. Fait que ça, gros terme fancy pour dire tu veux que la personne qui t'embauche la personne que tu embauches ait les mêmes incitations que toi quand tu l'as embauché. Bien, dans un restaurant, là, être serveur, c'est un métier qui n'est pas exactement facile. Ça peut être déplaisant. Mais aussi, si un client, il te maltraite ou il est déplaisant, ou même il y a des choses qu'il ne dit pas, puis il faut que tu essaies de prendre des espèces de cues un peu subtils de est-ce que lui veut être servi plus vite? Est-ce que lui, il prend son temps? Est-ce que lui, il préfère que j'y parle? Toutes ces choses-là qu'il faut que tu considères comme détails qui comptent dans l'expérience de venir ou de revenir dans un restaurant, ben l'employeur, lorsqu'il doit considérer tout ça, il est comme, mais comment je fais pour m'assurer que mon employé considère toutes ces dimensions-là pour que le client soit heureux? Il y a tout le temps eu une injustice dans la tête de beaucoup de gens qui travaillent en restauration, dans le sens que la job tough, vraiment difficile, chiante, est dans la cuisine, par exemple, ou dans le plongeur, ou des choses comme ça. Puis lui, il va être rémunéré à salaire. Puis là, des fois, on va avoir des ententes de partage de pourboire, tout ça, mais celui qui cache tout le temps vraiment beaucoup d'argent, c'est le serveur en avant, alors que Christy, le plat, il goûtait bon, puis tout ça, mais il n'y a rien fait là-dedans. Il y a tout le temps eu ce sentiment un peu d'injustice-là, alors qu'en réalité, personne ne se met vraiment dans la peau du propriétaire du restaurant pour dire voici comment le propriétaire du restaurant, lui, le voit. Il veut avoir un bon chef cuisinier. Il veut que la bouffe, elle goûte bonne. Par contre, c'est qui a le plus de chances de détruire l'expérience client? Le chef cuisinier ou le serveur? C'est le serveur. Il veut que le serveur soit la personne qui endure toutes les conneries que les clients peuvent faire. Il veut que le serveur sourie et donne un excellent service, même si le client il est chiant, parce qu'il veut que le client revienne, puis il veut garder une bonne réputation. Donc, l'incitatif économique du serveur doit être, comme tu disais, directement aligné avec celui du propriétaire parce que
c'est lui qui représente la compagnie. Puis ça fait chier beaucoup de monde dans beaucoup d'industries, mais la représentation, c'est des métiers qui sont toujours très rémunérés. Puis la principale raison, c'est que c'est eux l'image de marque de l'entreprise. Yep. C'est eux qui peuvent détruire l'image, c'est eux qui peuvent la construire. Yep. Donc, il y a une logique au pourboire qui est très, très, très évidente pour le propriétaire. Oui, puis non seulement ça, mais même quand tu dois avoir un agencement, disons, entre le boss boy et le gars qui fait le service directement aux tables, ben, les ententes de partage de profit, de pourboire, qui sont beaucoup plus communes que ce qu'on réalise, permettent justement d'agencer tous les travailleurs ensemble pour qu'eux aient la même incitation qui est de maximiser les ventes le plus possible. Parce que si tu fais en sorte que le client est satisfait, le client revient, tu as une bonne réputation, tu as des bons reviews en ligne, c'est nécessaire d'avoir ça comme mécanisme de gestion du problème du principal agent. Puis il ne faut jamais sous-estimer à quel point c'est important parce que c'est pas juste que tu as ce mésalignement-là, c'est parce que c'est hyper difficile. L'employeur pourrait juste aller lui-même sur le terrain, faire le service, mais l'employeur, lui, il doit gérer aussi les inventaires. Ce n'est pas son avantage comparatif d'être le restaurant. Mais les clients sont différents de personne en personne. Puis des fois, ça peut être juste que, à un moment donné, quelqu'un veut être servi par une femme. Certaines personnes préfèrent être servies par un homme. Puis des fois, ça peut être juste que les clients ont tellement des drôles de goût que tu veux justement avoir la chance, même entre les serveurs, de dire Hey Linda, celui-là, c'est ton préféré qui vient d'habitude, prends-le. Ou ça, c'est le client difficile que toi, tu es capable de gérer parce que toi, tu as un bon type. Puis moi, ça me permet d'avoir un autre client qui est meilleur. Tu es en train de gérer le problème de plein de clients différents avec plein de problèmes différents, puis tu mets sur le dos des employés la manière de bien gérer ça, mais tu le fais de la manière qui règle le problème de l'entrepreneur et qui fait en sorte que l'employé prend une cote des profits générés pour régler ce problème-là. C'est ça que c'est comme du profit sharing. C'est pratiquement, pour moi, comme économiste, c'est la même chose que quand tu donnes des actions à un employé. C'est pas des actions, c'est juste une forme d'action. Savais-tu que le gouvernement, nous autres, au Québec, a le nez dans les ententes de partage des pourboires? Ben oui, c'est écoute. Formulaire et publication, loi et règlement CNE-SST, loi sur les normes du travail, article 39.1 à 51.1, établir un accord de partage des pourboires. Donc, il y a des normes, puis ils sont quand même fins, ils donnent un guide puis un modèle, pour un modèle de convention de partage de pourboires. J'ai travaillé longtemps dans des restaurants d'eau, puis je te confirme qu'il n'y a pas de convention écrite, puis ça se fait au bon vouloir de tout le monde. Hey, non, mais il faut que je vous le mette à l'écran. C'est trop magique, cette affaire-là. Là. Regardez à quoi ça peut ressembler. Une bonne convention de partage des pourboires avec le modèle de la CSST. Voyons donc, c'est ridicule. Signataire, ajoutez les feuilles au besoin. Man. Et qui sont ridicules. J'en c'est tellement ridicule. Imagine le crétin ou la crétine qui a pensé à faire ce formulaire. Le pourboire comme institution existe depuis le 17e siècle, mais il fallait que l'État le réglemente pour gérer ça. L'encadre. Réglemente. Oui, l'encadre. On va arrêter. On encadre, Vincent. Utilise pas leur langage. Mais l'importance du service, là, une des places que j'ai trouvé que c'était le plus marqué, là, c'est ces nouveaux types de restaurants-là là, qui ont émergé il y a quelques années, en tout cas au Québec. Là, ça fait peut-être, je ne sais pas, 7-8 ans qu'on en voit un peu partout. C'est les restaurants où tu peux manger, bien sûr, mais jouer à des jeux de plateau, là, des board games. Des places le fun, ça. Oui, c'est des places le fun où tu peux aller à 4-5 chums ou en famille avec tes enfants, puis tu joues à des jeux. Et le principe, c'est que tu as un serveur qui t'amène la nourriture, mais tu as un second serveur ou une seconde serveuse qui, lui, est comme un genre de maître de jeu, passe par les tables et dit, bon, OK, vous êtes Vincent, Yann et Frank, quel type de jeu aimez-vous? Puis là, tu dis, je sais pas, moi, j'aime les jeux de ressources. Fait que là, on va dire, OK, avez-vous déjà joué à telle affaire? Non. OK, telle affaire, oui, j'ai déjà joué à ça, j'ai aimé ça. Puis là, il dit, je reviens avec 3 jeux, puis je vais vous les proposer. Puis là, il arrive avec 3-4 jeux, il dit, regardez, vous avez le choix entre lui. On choisit un jeu et après, il nous explique tous les règlements, puis il fait un genre de tour de pratique. Ils sont forts, sérieusement, ces gens-là. Ça prend quelqu'un qui est un peu dégourdi, là. Je veux dire, peut-être du jugement aussi, là.
Ben, faut que tu aies du jugement. Puis, tu sais, évidemment, celui qui est bon, c'est celui qui connaît les jeux, c'est celui qui sait cerner les besoins et les préférences des clients. C'est celui qui est capable de bien expliquer des règles. Parce que si vous avez déjà joué à des jeux, c'est vraiment pas tout le monde qui est bon pour expliquer des règles. Il y a des gens qui parlent pendant 25 minutes de temps, puis tout ce que tu as en tête, c'est des questions. Donc, tu te dis, ça, ces gens-là ne peuvent pas faire ce travail-là. Ça prend quelqu'un qui peut synthétiser puis aller à l'essentiel très Vincent, tu rapidement. serais pas bon. Puis, tu sais, puis C'est gratuit, mais c'est vrai. mais ça suppose des gens qui lisent les trucs de règlement aussi, puis, tu sais, on s'informe là-dessus. Fait que, Toi, tu sais, geek en calvasse. moi, je considère que ça mérite un pourboire, là, quelqu'un qui fait ça Exactement. Mais dans tu sa vois, veillée. c'est là, ça m'amène au deuxième point. C'est comment tu fais un employeur quand il choisit un salaire, là? Là, en économie, ce qu'on a, c'est généralement qu'il y a un salaire qui vaut pour tout le marché. Right? Les serveurs ont un salaire de X. Mais c'est pas vrai que tous les serveurs sont les mêmes. Puis Ah non. l'employeur, lui, quand il choisit, il faut qu'il choisisse un prix. Si, mettons, il dit OK, je vais mettre le salaire de X, s'il le met trop bas, il ne va pas réussir à attirer assez de gens ou assez de gens qui ont les caractéristiques qu'il veut, comme par exemple celle de faire le discernement dont tu parles, de pouvoir juger de la qualité, de pouvoir ajuster le service selon les différents clients. Donc là, tu crées un problème d'une part. Puis s'il fixe trop élevé le salaire, ben, il ne fait pas assez de profit. Ben, ce que tu es en train de faire en faisant ça, en disant OK, je vais laisser les travailleurs, les consommateurs discriminer selon le type de service qu'ils veulent. Si je veux un service vraiment minutieux et que je suis prête à payer pour, ben, je vais payer pour en extra du prix du service qui est offert. Puis donc, dans ce cas-là, ce qui se passe, c'est que tu es en train de laisser au client déterminer une partie de la rémunération du, du travailleur en fonction des caractéristiques productives du travailleur. Si moi, j'ai juste envie d'un amène-moi mon assiette, ferme ta gueule, parle-moi pas. Ce qui est moi dans un restaurant, fondamentalement, je n'ai pas envie de parler à d'autres personnes. J'ai juste envie de manger ma crise d'assiette. Don't talk to me. We're not friends. Tu sais, steak and eggs. Oui, en plus, Chris, je rentre, j'ai même pas regardé le menu, là. Je sais ce que je veux quand je rentre dans un restaurant. T'arrives avec la fille arrive avec le menu, puis elle est comme OK, est-ce que je peux vous présenter notre menu Non, du jour steak la and semaine? eggs. Non, non. Non, non. Là, tu fermes ta gueule. La place à déjeuner, je dis pas ça, la place à déjeuner, c'est j'aimerais un steak and egg et un café noir. OK? Pas de toast, pas de juste un steak, des œufs, un café. Ça, c'est mon déjeuner. Mais tu sais, moi, je vais payer juste, je vais juste payer, je paye, quand j'ai juste ça, je paye un pourboire qui est plus petit parce que ben, je n'ai pas demandé une tonne d'affaires. J'ai demandé juste un truc vraiment simple. Puis la qualité du service n'est pas importante. Mais il y a des gens pour qui c'est important. Et là, ce que tu es en train de faire, c'est que tu es en train de rémunérer les serveurs selon les caractéristiques productives qu'ils ont. Mais ce n'est pas à l'entrepreneur ou à l'employeur de déterminer ça. L'employeur qui essaie de trouver le bon salaire puis qui niaise avec les salaires, il paye un coût. Ça coûte Tu as pas. toutes sortes de serveurs. Oui, Tu c'est sais, ça. je veux dire, t'as des serveurs, par exemple, de volume. Tu t'en vas dans un Saint-Hubert, un Normandin, ça court d'un bord puis de l'autre. Celle qui va faire les meilleurs types à la fin de la soirée, c'est celle qui va avoir marché le plus de pas dans sa veille. Ouais, faites le plus de table. Puis après, le reste, t'as le serveur du type restaurant Michelin 5 étoiles. Là. Lui, il te fait vivre une expérience. Tu sais. Fait que lui, il s'en fout il n'est pas à la course. Lui, c'est le discours qu'il va avoir, la présentation du plat, la connaissance, l'accord mets vin, ainsi de suite, tout ça. Puis eux autres, généralement, ont des très gros pourboires, mais ils ne servent pas beaucoup de table. Tu sais. Mais quand tu regardes des restaurants qui roulent depuis longtemps, ben, la qualité du staff qu'ils ont réussi à attirer en fonction des pourboires que les gens recevaient, ben, tu te rends compte que ceux-là, un restaurant pour qu'il soit 5 étoiles, là, il a fallu qu'il attire des Christy de bons serveurs éventuellement. Puis ces serveurs-là, pour rester, il a fallu qu'il y ait une clientèle qui les type quand même fortement. Ben, tu veux-tu savoir, regarde, un bon exemple de ce que tu viens de dire, c'est les bartenders. Les bartenders, généralement, quand tu regardes leur salaire par heure effectivement travaillée, parce que souvent, c'est quelque chose. J'ai un de mes collègues, Brian Kotzinger, qui avant d'être économiste, il était bartender. Il disait qu'il travaillait 40 heures, mais en réalité, ses chiffres, quand il était bartender, c'était du 60 heures. Fait que son taux horaire était genre peut-être 3 ou 4 $ de l'heure. Mais en pourboire, il faisait du 80-85 000 par année. Fait qu'il a dit que pour lui, il a fallu qu'il devienne prof
pour avoir une augmentation de salaire relativement à bartender. Mais il dit, le bartender, il a un talent relativement unique. C'est qu'il parle aux gens, il y a de l'entre-gens, il y a un certain ensemble de caractéristiques de ce travailleur-là qui ont une valeur particulière, mais que tu ne peux pas juste dire, on va juste lui payer un salaire pour faire ça. Non, 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 non. Il faut que tu le rémunères selon ces caractéristiques uniques-là qui sont difficiles à observer Ah, par puis un taux de l'employeur. rendement sur le silicone aussi qui est assez important. Là. Je vais laisser ça de côté. C'est ça. On va laisser ça de côté. Yann, c'est dans Yann, Patreon, ça. Yann qui n'est OK, pas capable de se comporter. Mais en gros, ce que tu es en train de faire, puis ça, pour un économiste, que ça a, puis là, les gens vont penser que je vais dire quelque chose de méchant, mais ça s'appelle de la discrimination salariale. Normalement, quand tu mets un prix pour le marché, c'est que tous les travailleurs, celui qui a la plus haute productivité marginale, comme celui qui a la plus basse, vont avoir le même salaire, tant ils vont tous être employés dans la mesure qu'ils génèrent assez de revenus pour l'employeur pour défendre l'embauche. Mais là, ce que tu es en train de faire, c'est que tu es en train de permettre à des salaires différents d'être donnés et donc aux employés qui sont particulièrement productifs d'être payés davantage qu'ils ne l'auraient été. Fait que ça, c'est le deuxième avantage de. C'est très anti-syndical, une job à pourboire. Là. Exactement, c'est pourquoi, si tu regardes les jobs, les secteurs à pourboire sont les secteurs qui ont le plus bas taux de syndicalisation. C'est là que tu ne veux pas d'uniformisation de conventions collectives, parce que c'est là que les travailleurs peuvent se distinguer sur des caractéristiques difficiles à observer. Ça, c'est la deuxième chose. Il y en a qui s'observent bien, des fois. Yann n'a aucune discipline aujourd'hui. Mais le troisième, puis le plus important, c'est que je niaise. L'employeur, en faisant ça, s'il essayait de fixer le bon salaire pour les employés, il générerait des coûts pour lui. Right? Un, parce qu'ils doivent dépasser du temps à faire ça puis pas faire autre chose. Hey, tu penses que le système ancienneté, non? Hey, oublie ça. Ça serait super coûteux pour lui, mais qu'est-ce qui arrive s'il ne trouve pas le bon prix? S'il met le prix trop élevé, il y a certains clients qui ne viendront pas. Là, ce qu'il peut faire, en laissant les clients payer selon le gradient de qualité qu'ils veulent, le type de service qu'ils veulent dans le restaurant, ce qui se passe, c'est que lui, il peut baisser le prix de son service pour pricer in des consommateurs qui, normalement, n'auraient pas voulu venir. Fait que moi, je n'aurais probablement pas été chez Denny's si je n'avais pas un steak relativement cheap pour avec 2 œufs. Je veux juste un steak cheap pour le matin avec 2 œufs, that's it, avec un café. Mais hey, Denise, ça, c'est. Nettoie-tu ta plaque une fois par mois, tu penses, ou il la nettoie juste pas? Les gens aiment ça chier sur Denny's, mais Denny's font un excellent steak and egg, OK? Ils sont super bons. Puis leurs hash browns sont excellents, OK? Les gens qui chient sur Denny's, mais Denny's, c'est un restaurant qui est c'est l'entrée de gamme du matin. Là. C'est ça. Tu veux une place, mais s'ils ne devaient pas permettre les pourboires, OK, disons, on enlève ça, Denny's serait obligé d'augmenter ses prix. Donc, tu aurais plein de gens qui trouvent comme un restaurant qui est accessible pour des gens. Si tu regardes la gamme de gens, je suis probablement la personne la plus riche dans un Denny's quand je m'assois, OK? De beaucoup. Bien, ce marché-là disparaîtrait parce qu'ils ne sont pas capables de dire, ben là, maintenant, parce que je ne peux pas permettre, je dois fixer un salaire qui est le même pour tout le monde, selon les mêmes caractéristiques. Ben là, dans ce cas-ci, je dois mettre un prix plus élevé, donc il y a un paquet de gens qui ne viennent pas. Et donc, je n'ai peut-être même pas le volume nécessaire pour ouvrir mon restaurant, donc je n'ouvre pas. Dans ce cas-ci, ce que tu fais, c'est que tu permets aux clients de payer de discriminer eux selon le type de service qu'ils veulent. Et ça, l'effet que ça a, c'est que ça augmente la taille du marché. Tu as plus de restaurants et plus de secteurs de services grâce au pourboire que tu en aurais autrement. Parce que tu es en train de déléguer la question de toutes les grandes dimensions, les multiples dimensions que les consommateurs se soucient. Tu laisses les consommateurs choisir le prix qu'ils veulent payer ou une partie du prix qu'ils payent. Les gens, le principal argument qui sort tout le temps, c'est la situation d'inconfort qu'on place les personnes. Parce que là, le pourboire a tendance, avec les machines, à s'extensionner. Avant ça, on ne te demandait pas de pourboire au Subway, c'était pas attendu, rien. Mais là, parce que tu payes avec une carte électronique, tu l'as la suggestion, on dit le pourboire, puis ça semble même être quasiment une option par défaut. Faut que c'est ça la critique que les gens font. Mais à un moment donné, tu es là, tu te dis, est-ce que c'est un coût social d'apprendre à dire non? Mais là, on dit, ouais, mais c'est parce que
la personne se n'attend, puis elle te fait des gros yeux, puis éventuellement, tu sais, elle te met dans une situation inconfortable si tu ne donnes pas de pourboire. Tu sais, la plupart des entreprises font même la même chose. Tu sais, tu t'en vas à Walmart, tu t'en vas à n'importe quelle épicerie, tout ça. C'est rendu qu'une fois sur deux, tu passes à la caisse, on dit, voulez-vous faire un don pour tel organisme? Moi, je suis une personne extrêmement généreuse, je fais des gros dons, mais je refuse de donner à des organismes que je ne connais pas ou qui ont des frais d'administration trop élevés. Le dernier que j'ai refusé, c'est Centraide, ça arrive sud de Québec. Je pense que c'était à l'épicerie. Voulez-vous faire un don pour Centraide? Non, je ne vais pas faire de don pour Centraide. Je suis venu m'acheter un cocon. OK? C'est genre, sacrez-moi à paix avec les dons d'un bord et de l'autre. La seule affaire, c'est que je m'assume pleinement. Puis le pire, c'est que sur les 5 personnes que j'ai pu observer, j'étais le 5e, les 4 avant moi ont tous donné de l'argent pour ne pas filer de cheap. Mais tu sais, vous avez le droit à un moment donné de dire non. Là. Tu sais Fait que ce pas que tu c'est qui. dis, ouais. Fait que Tu ce que sais pas Yann c'est dit, en qui. gros, c'est que l'inconfort que peuvent vivre des gens de se faire solliciter. Tu sais, c'est plate aussi quand ça cogne le samedi, puis il y a les témoins de Jéhovah qui viennent chez nous. C'est arrivé, là, il n'y a pas si longtemps que ça. Je ne sais plus si c'était Jéhovah ou les Mormons. Ça cognait à la porte, là, un samedi. Bonjour, le Seigneur est mort de nous sauver. C'est désagréable. Mais est-ce que je demande à ce que le gouvernement fasse une loi? C'est ça le Jealous Retreat. Ouais. Il y a un problème. Des gens qui me sollicitent, ça ne me tente pas. La solution, c'est moi qui dis désolé, je ne suis pas intéressé, bonne journée, et je referme la porte. La solution, c'est pas je voudrais qu'il y ait une loi qui criminalise le fait que des gens fassent de la sollicitation le samedi. Là. Puis, by the way, il y en a des lois dans bien des municipalités que tu peux avoir une amende si tu n'as pas pris ton permis de sollicitation. Là. Il y en a des lois pour ça au Québec. Là. Mais moi, je les trouve absurdes. Puis, tu sais, je pense qu'on fait des fausses adéquations, des fausses équivalences de dire ah, ben, si t'es contre ça, c'est que t'endosses ça. Non, moi, je suis pas d'accord. Mais je veux dire, j'apprécie pas que des gens me sollicitent le samedi ou sollicitent le voisin pour des motifs religieux. Mais c'est quoi? C'est leur liberté. Comme je pense que c'est la liberté de n'importe quel commerce de proposer aux clients de laisser un tips, un pourboire. Puis c'est ma liberté de refuser. C'est sûr, si tu me dis que j'ai pas la possibilité de refuser, là, je commence à changer de discours. Parce que Ben ouais. là, Ben, je c'est un trouve cas. ça Ouais, mais inacceptable. il te reste un autre choix. Ton autre choix, c'est de ne plus te pointer à ce commerce-là, point final. Effectivement. Ben, d'ailleurs, dans les commerces de restauration rapide, je me souviens plus, c'est-tu McDo qu'eux le demandent jamais? Je pense que C'est-tu? c'est Ouais, eux. c'est ça. Il n'y aura jamais de type au McDo. Non, Honnêtement, ben, moi, je vais c'est être ça. super cruel, là. L'affaire qu'on décrit comme étant un problème, là, on est en train de dire qu'en fait, c'est probablement pas un problème, c'est une excellente chose, le pourboire, comme institution. Mais l'autre chose, c'est que ce qui finit dans les médias, c'est souvent de l'anecdote. Oui. La proportion de restaurants qui, par définition, ne demandent pas de pourboire, juste le fait que McDonald's ne le demande pas, right? McDonald's font juste mettre la petite caisse que tu mets ton spare change pour le camp Ouais. Ronald McDonald. Mais McDonald's, juste le volume de vente de chez McDonald's, ça doit être comme 4 à 5 du marché de la restauration. Fait qu'à lui tout seul, déjà, je sais que j'ai au moins 5 du marché, mettons, de la restauration qui n'est pas, dans lequel tu ne peux pas offrir, que tu n'es pas automatiquement demandé un pourboire. Ajoute avec ça Burger King, Tim Hortons, toutes les autres grandes chaînes. Par définition, je serais surpris que la proportion du temps que ça se passe, c'est vraiment si important que ça. Donc, Fait qu'on dit, tu sais, on dit tu peux voter avec tes pieds dans la vie. Ben, tu peux voter, tu peux exactement. consommer avec tes pieds aussi. Exactement. Tu peux C'est aller. dans l'arbre décisionnel de. Moi, je trouve que ça me. Tu sais, je sais pas, moi, AEW me sollicite des pourboires de 15 ou 20 je ne sais pas ce qu'ils font, là, mais c'est un exemple fictif ou n'importe quelle autre compagnie. Ça me dérange. Ben, maintenant, quand j'ai envie de fast-food, je vais chez McDonald's qui Ben, me je le sais que le demande. Ouais, Subway mais le c'est ça. fait, par exemple. Mais tu vois, regarde, la différence ici, c'est que, ben, regarde, Subway, c'est un crise de bon exemple de ça. Euh, les services dans lesquels il n'y a pas de pourboire, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Le bien est assez standard. Il n'y a pas de différence entre le burger que tu prends chez McDonald's à Trois-Rivières et le burger que tu prends chez McDonald's à Montréal. Il n'y a aucune différence entre les deux. Le bien est hyper standardisé et ça veut dire que la qualité du travail qui est utilisé, il n'y a pas de gradient de qualité, il y a un seul standard de qualité. Alors que chez Subway, tu en as un standard de qualité qui peut gradier. C'est-à-dire, je ne veux pas que tu en mettes trop de sauce. Je veux que tu en mettes juste la bonne quantité. Je veux que tu en mettes un petit peu plus. Je veux que tu en mettes un petit peu moins. Je veux que tu mettes plus de sel. Je veux que tu mettes plus de fromage. Je veux que
tu le mets, genre, peux-tu mettre 15 secondes de moins dans le Le monde four? Je sont veux chiants juste au qu'il Subway. soit chaud. Ben, mais ça c'est parce que tu as des gradients de qualité. Plus tu as des gradients de qualité différents dans le service qui varient selon le consommateur, c'est là que tu vas avoir le pourboire. Fait que c'est normal de voir le pourboire dans ces secteurs-là. Et non seulement ça, mais là, je vais être encore plus clair là-dessus. C'est clairement pire d'essayer de le réglementer que de ne pas le réglementer. Parce que, mettons, disons que c'est un problème, qu'on a passé toutes les étapes du Jello So Tree. En quoi est-ce que la réglementation est nécessairement meilleure? Puis c'est pour ça qu'il faut comprendre que tous les problèmes là, qu'on a mentionnés, le principal agent, attirer les travailleurs, choisir le bon prix pour le service, c'est tous des problèmes assez importants que tu essaies de régler avec une norme sociale, la norme du pourboire. Ben, qu'est-ce qui arrive si, disons, l'État dit, ben, on va faire une règle pour tout le monde? C'est possible que la règle soit pire que l'alternative de Ben, dire, bon, on va elle va utiliser être une pire. norme. Ben Ben, oui, c'est ça va être ça. pire parce que je rajouterais à tout ce qu'on dit depuis le début que dans le processus du Geloso Tree aussi, Mané, il faut qu'il y ait la réflexion, c'est est-ce- le problème, est-ce qu'il a été créé par une règle antérieure qui justifie elle-même une nouvelle intervention? Ben, Ouais, c'est ben ça ça, l'interventionnisme de l'État. Puis ce que je veux dire par là, c'est ce qu'il y en a, la pression que certaines personnes prétendent ressentir, là, ou qui ressentent, prétendent, ou que ce soit vrai ou prétendre. imaginaire, là, on s'en fout. La pression que des gens, puis je l'ai déjà entendu, puis je l'ai déjà même vécu, là, ça, là, de te faire regarder un peu bizarrement parce que tu laisses pas assez de tips. Savez-vous quand est-ce que ça a émergé, ça? Ça a émergé le jour que le gouvernement a dit qu'il fallait qu'il déclare minimalement 8 de tips, parce que dans la tête des gens qui font du service, mettons qu'ils ont donné vraiment un service de marde là, qui justifierait que je laisse zéro, ben dans leur tête, ils pensent qu'ils payent 8 parce qu'ils devront déclarer 8 même exactement. s'ils ont reçu zéro. Ouais. Exact. Ben là, Et le problème, ça, il vient de où? Il vient d'une autre règle qu'eux-mêmes ont mis yep, pour supposément régler un problème. Fait que là, c'est comme une espèce d'empilade de règlements un peu Es-tu en train stupides. de dire que le travail au noir, c'est pas un problème? le problème, travail au Non, noir, ce n'est pas un c'est problème. aucunement un problème, travail au noir. Ça devrait Non. plus exister. En fait, moi, je me souviens d'une publication, puis ça, c'est dans le temps que Yuri, ben, en fait, maintenant, Yuri est redevenu une Libre? personne qui se remet à exprimer son opinion réelle. On avait sorti, puis on avait fait des médias là-dessus. Il y avait une note dans un des budgets du Québec 2011-2012 qui montrait où est-ce qu'ils pensaient qu'ils allaient générer. En fait, non, où ils avaient généré les efforts de lutte à l'évasion fiscale. Et le gros des revenus de la lutte à l'évasion fiscale venait de le secteur de la Restauration. restauration, Les MEV. les taxis et les travailleurs à pourboire. C'était pas de la cherche. Les gens, là, quand ils C'était pensent. pas les paradis Ah fiscaux! ouais, c'était pas Non, les parce que Bermudes et les îles Caïmans. ben, la raison, c'est parce que le capital est très mobile, le travail l'est pas. Fait que si une personne riche décide de cacher 3 milliards de dollars, disons, aux Caraïbes, puis que le gouvernement du Québec, le spot, il peut probablement quitter pour les Caraïbes. Il y a des pays qui vendent la citoyenneté. Fait Ben que les oui. chances qu'ils récupèrent de l'argent est assez limité. Puis c'est juste une personne, puis tu dois dépenser une fortune pour le retrouver anyways, pour faire les enquêtes, pour faire tout ça, combattre leurs avocats, blablabla, blablabla. Alors que la personne qui est un petit travailleur, qui triche juste, disons, 200 dollars par année. Ce 200-là est beaucoup plus important dans ses revenus à lui proportionnellement. Mais comme il y en a beaucoup plus de gens comme ça, le gouvernement peut bien plus facilement presser le citron et avoir plus de fruits à ce niveau-là. C'est pour ça que quand tu regardes généralement qu'est-ce qui se passe après des luttes à l'évasion fiscale, c'est généralement sur les petites personnes, Tout le temps. comme dans le langage qui était utilisé par un fonctionnaire du Québec il y a quelques années que je me souviens. Il disait, ben, des fois, les petites personnes aussi ils font de l'évasion fiscale, puis j'avais tellement envie de sacrer une volée quand il a dit ça. Là. Dans petites personnes, tout était dit. De qu'est-ce qu'il pensait du contribuable, puis j'étais comme, asti que je t'haïs. Ouais. Mais je C'était. pense qu'on n'apprécie pas assez ce qu'on dit là, en ce moment. Là. Le Ouais. fait qu'il y a un règlement qui génère un problème, qui génère un règlement pour générer le problème créé par un règlement précédent. Autre exemple dont on a déjà parlé. Ben là, il y a la réglementation qu'on a parlé tantôt. Là, il y a le 8 puis tu en vas d'en donner un autre. Ben, celui que je m'en allais donner, c'est tout ce qui a été soulevé, par exemple, lors de la commission Charbonneau avec le système des prête-noms. Le système des prête-noms en contribution politique est entièrement généré par le fait qu'on a limité les dons que quelqu'un pouvait faire
à des partis politiques. Si, mettons, moi, je suis libre de donner 50 000 ou 1,5 million à un parti politique, pourquoi je me ferais chier à essayer de trouver des collègues de travail qui acceptent que je leur donne 100 pour qu'eux cotisent? Puis ensuite, tu sais, ce système-là, là, il est généré par la règle. C'est la règle qui a généré le système. Les prête-noms n'existent pas dans un système où les gens sont libres de donner le montant qu'ils veulent à un parti politique. Puis là, Après, avec on les peut. limitations à 100 les gens sont Ah, persuadés mais que là, présentement, tout est réglé, mais vous oubliez que c'est facile à contourner. Pensez-vous vraiment qu'il n'y a pas des gens qui travaillent pour des entreprises de construction, d'ingénierie ou peu importe quel business, alors, qui en cachette travaillent pour le parti politique? Vous pensez là, que ça n'arrive pas, ça, là? attendez, là, on divague un peu, on n'est plus sur le pourboire. Là. Non, 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 je on n'est pas comprends, sur mais le je vais. pouvoir, Mais, mais mais c'est un c'est juste exemple. pour illustrer l'idée que des fois, on pense qu'on fait une règle, on pense que c'est extraordinaire, que ça règle un problème, Non. mais peut-être que si on le passait dans le Geloso Tree avant, puis qu'on y réfléchissait comme il faut, peut-être qu'on pourrait se dire, ouais, est-ce que cette intervention-là génère un autre problème ou est Tu sais, susceptible de le faire? Tu sais? Yep. le gouvernement a tellement une fixation sur l'argent liquide. Il veut tellement éliminer l'argent liquide que c'est ça qui a amené le problème. Parce qu'en réalité, là, En quand fait, tu c'est ça remontes à qui v'là m'inquiète. 20 ans, les pourboires, c'était de l'argent cash. Les gens payaient en argent cash toutes sortes de choses. Tu laissais ça sur la table puis tu partais. Carrément. Rappelez de ça? Hey, Carrément. Puis, tu sais, c'est quoi qui a changé? Ce qui a changé, c'est que toutes les transactions sont maintenant électroniques, puis le gouvernement favorise l'électronique, surtout à cause des MEV. Mais tu sais, je veux dire, pourquoi tu penses qu'on payait en cash dans le temps puis tout ça? Ben, c'est parce que, Christy, tout le monde était content de payer en cash. Tout le monde le savait que la petite poutinerie du coin ou le petit restaurant du coin, si tu le payais en cash, il ne déclarait pas tout au gouvernement. Tu le savais que le proprio faisait ça. Puis tu sais-tu quoi? C'était pas grave. Tout le monde s'en foutait. C'était d'envoyer moins d'argent au gouvernement, tu étais un héros dans ce temps-là. écoute, c'est drôle que tu dises ça parce que j'ai. Et c'est connu, ça, c'est un petit livre qui est plus très connu aujourd'hui, mais dans le temps, il était super cité. L'économie souterraine du Québec, mythes et réalités, écrit par Bernard Fortin, Gaétan Garneau, Guy Lacroix, Bernard l'ancien Fortin, c'est un good guy. Je l'ai eu comme prof, lui. Exactement, je savais que tu allais reconnaître le nom. Guy Lacroix, l'ancien recteur de l'Université de Montréal, et le très méchant, le néolibéral, comme dirait quelqu'un d'un institut oculaire, Claude Montmarquette. Je faisais référence Ça, à c'est pas l'IRIF. fin, ça. Non, je sais, écoute, pour un institut avec un nom oculaire, ils ne sont pas capables de voir très bien. Écoute, il mentionnait, puis là, je cherche le chiffre dedans, il trouvait que, genre, à peu près un quart de l'économie souterraine, c'était via des salaires non déclarés, notamment dans les secteurs à pourboire. Donc, ça, c'était dans les années 80. Là. Leurs estimés, c'était comme 85 puis 95 ou 93, je pense. Mais c'était. Tu n'avais pas de problème d'emoji en 95 sur ta machine pour donner ton pourboire. Là. Non, c'est ça. Mais en gros, les gens ne le déclaraient pas à un haut degré. Et plus l'État a décidé de mettre la main là-dedans, bien là, plus ce qui se passe, c'est probablement que là, tu essaies de mettre de la pression ou davantage Ouais. pour quand c'était plus difficile de le taxer. Le résultat, c'est que les gens acceptaient que ben ça n'affecte pas tant ma rémunération que ça si je suis incompétent, mais si je suis compétent, ça augmente massivement ma rémunération. Parce que là, ce qui se passe. Attends une seconde, parce que je sais que tu vas m'interrompre. Il y a un barème vers le bas là, sur le pourboire. C'est-à-dire que si j'ai zéro, ben, j'ai juste mon salaire de l'heure. Fait que si je ne suis pas compétent aujourd'hui, que j'ai juste pas envie de faire d'efforts, ben, je ne peux pas descendre plus bas. Mais par contre, la rémunération que je peux faire à la hausse, il n'y a pas de limite. Il y en a des gens qui comptent des histoires que, genre, ils ont eu Kobe Bryant qui est rentré dans le temps puis qui a laissé un pourboire de 4000 $ sur une affaire de 100 $. Ouais. C'est genre des affaires comme ça où est-ce que là, il n'y a comme pas de limite à l'effort supérieur. Mais si tu le taxes, ben là, ce que tu es en train de faire, c'est que tu es en train de pousser, tu es en train de créer une limite à l'effort supérieur. Donc là, les gens deviennent plus agressifs. Fait que quand Frank, il dit, est-ce que vraiment, dans le Geloso Tree, est-ce qu'il y a une partie du est-ce que le problème, quote unquote, c'est vraiment un problème du marché ou c'est un problème que l'État a créé? Moi, je te dirais qu'une grande partie du problème, c'est l'État qui l'a créé via la réglementation importante sur les restaurants qui augmente les coûts de production et en plus
la taxation accrue via le enforcement des pourboires. Moi, pendant une couple d'années, quand ils ont sorti la règle du 8 je payais toujours avec ma carte de crédit et je mettais aucun pourboire sur la facture, puis je donnais mon pourboire en argent. J'étais là, j'ai dit... Je fais encore ça. Hein? Moi, je fais encore ça. Je donne Moi, l'argent en cash. j'ai fait ça. Là, je le fais plus parce que la vie étant scalée, je veux dire, de l'argent en cash, j'en ai plus à nulle part, jamais ou quasiment. Là. Mais pendant bien longtemps, je faisais ça. C'était comme une petite mini-protestation. Puis là, on fait cet épisode-là, puis je me dis, il faudrait que j'en commence à faire ça. Ouais, moi aussi, j'étais en train de me dire ça. Pourquoi j'oblige le serveur à prendre cet argent-là que j'y ai donné puis à l'envoyer la moitié au gouvernement? En veux-tu une pire que je fais? Puis ça, j'ai fait ça pendant longtemps et je le fais encore quand j'ai réussi à y penser d'avance. C'est que je mets 0 pour le pourboire, mais après, je mets l'argent en cash et je dis ceci n'est pas un pourboire, c'est un cadeau. Parce que les cadeaux ne sont pas imposables. Bon, ouais, mais là, t'as pas. Donne-leur pas d'idée. Non, mais l'idée, c'est que si j'y donne cash, c'est un cadeau. S'il veut après ça le partager avec les autres, moi, c'est vraiment une chose. C'est pour ça que quand je peux pas le faire, genre, quand je vais dans un café puis je paye avec ma carte, mais quand je vais au restaurant puis que la facture arrive puis que je peux ajouter, je vais pas écrire sur la facture le montant, je vais juste laisser un surplus de cash dans le truc puis je vais juste pas l'écrire. Même si au final, ce qui se passe, c'est que par exemple, quand je dois rembourser avec l'université, je me fais juste rembourser le prix de la facture écrite, pas le prix avec pourboire. Ben, je vais laisser, genre, ça m'arrive de laisser des 50 ou des 100 pièces de pourboire cash, comme ça, eux autres n'ont pas. Puis je te garantis qu'il y a des serveurs qui se souviennent de moi aux places que je vais. Juste avant que tu continues, Yann, je pense que ça serait intéressant quand même, parce que le graphique dans le truc de Vincent, je le trouve intéressant. Là, on voit vraiment que c'est une norme culturelle qui varie énormément d'un endroit à l'autre. Là, c'est peut-être petit pour les gens, là, mais au Japon, par exemple, et je pense que c'est en Islande qu'on voit ça. Tu vas insulter les gens. Oui, c'est no tips at all, insult if tips. Donc, c'est pas de tip en tout, puis t'insultes les gens si tu leur en laisses. Ici, en Chine, en Mongolie, je sais, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui vont en Mongolie pour tester ça, je ne le sais pas. Mais et quelque part en Amérique du Sud, on dit que ils sont surpris si tu leur en laisses. Ça se peut même qu'ils te disent monsieur, vous avez mal compté, vous m'en avez donné trop. Ensuite, on a no tips at all, mais les gens sont contents si tu leur en laisses. On a ça, par exemple, au Brésil, en Australie. Tu vois, Australie, j'aurais pensé que c'était plus comme le Canada. Mais, pays du Commonwealth. Fait que ça vient pas de l'Empire britannique, cette pratique-là. Non. Mais c'était né en Angleterre. Hein. La pratique du pourboire a été née en Angleterre. Une bonne partie de l'Europe, c'est le fameux, c'est déjà inclus dans le bill. Ça gosse un peu, par exemple. Oui, ça, je devrais avoir le choix. Ben, ça gosse, mais la plupart des gens aiment ça, malheureusement. Ben, je sais pourquoi ils aiment ça. Parce qu'ils sont pris par. Ils n'ont pas besoin de réfléchir. Mais je te garantis que tu peux voir une chose. Si tu tiens compte du revenu par personne, par pays, les endroits qui ont des pourboires qui sont généralement plus présents comme norme, tu vas avoir plus de restaurants par tête de pipe que tu vas en avoir dans les endroits où tu l'as imposé. Parce que la prédiction qu'on a des 3 problèmes que le pourboire règle, la prédiction, c'est que le secteur des pourboires est mieux, le secteur avec pourboire est mieux rémunéré, il est plus gros parce que les profits tu es capable de plus faire des profits. Fait que toutes choses étant égales par ailleurs, les endroits où est-ce que le pourboire est permis, je te garantis que le secteur des restaurants est plus gros. Je te garantis. Fait que, le résultat, ça veut dire que si tu vas, par exemple, en France, tu vas trouver que toutes choses étant égales par ailleurs, tu vas avoir plus de difficultés à trouver un restaurant avec service. Ouais. Tu vas trouver plus de restaurants sans service, donc genre des McDonald's ou des Burger King, où est-ce que le truc est standard, et moins de place avec service. Ouais. Il y a quelques endroits, eux, sont vraiment cochons. C'est inclus dans le bill, puis ils expectent que tu en laisses. En plus, ça, c'est, regarde, Paris. Ouais, c'est ça. Ensuite, on a, en général, 5 à 10 %, mais on ne s'y attend pas vraiment. Puis là, vous voyez un peu la logique jusqu'aux normes nord-américaines où on s'attend à 15 à 20 % de pourboire. L'autre affaire aussi qui est drôle là-dedans, c'est que
peut-être que laisser du pourboire, ça insulterait moins les gens s'il n'y avait pas 15% de taxes à la consommation. Je dis ça, je C'est dis ça que je rien. dis. Ce que je dis, c'est ça. Toute chose étant égale par ailleurs. Hein. Pour les journalistes comme notre très bon ami Olivier Niquet, qui comprend très bien les choses, ben, c'est ça que ça veut dire. Toute chose égale par ailleurs, c'est qu'on tient compte de ça. Oui, je sais que c'est dur à comprendre. Oui, c'est J'ai fait un effort d'explication. Quand même bien de l'avoir expliqué. Mais tu sais, avec la multiplicité des normes qu'on retrouve par ailleurs, moi, ça me dit qu'il n'y a pas de. Tu sais, dans le fond, c'est vraiment quelque chose qui est ancré culturellement d'une place à l'autre. Puis il n'y a pas de modèle qui se dégage comme étant une norme mieux que les autres. Vraiment, sinon, on verrait une plus grande, probablement. Un plus grand. Dans le fond, on verrait moins de diversité. On verrait que cette norme-là est un peu partout pareille. Puis, tu sais, qu'est-ce qui fait qu'au Japon, c'est très mal vu de laisser du type, puis qu'en Australie, c'est un peu mieux vu, mais on s'y attend pas vraiment. Puis qu'en Amérique du Nord, on prend pour acquis que t'es mieux de me laisser 20%, mon tabarnak. C'est quand même. C'est. Faut. Mais t'en veux-tu une autre? Garde, juste pour le fun, parce que tu as dit Ce ça. qui m'écoeure, c'est qu'on se tourne vers le gouvernement. Pour tester mon truc, là, j'ai regardé, j'ai écrit Michelin Restaurant per 1000. OK? Puis j'ai pas encore rentré de résultat, mais je te garantis 100 000 $. Je suis vraiment prêt à mettre ce chiffre-là. Qu'au top de la liste, tu vas avoir le nombre de restaurants Michelin va être particulièrement élevé ou dans les villes américaines. Et comme de fait, premier résultat, DC has the highest density of Michelin restaurants amongst US cities, comparing with France. Globally, Washington, D.C. comes in third as the third city with the most Michelin restaurants per capita after Kyoto, Japan, and Paris, France. Ben ça, Kyoto vient fucker ton affaire, par exemple. Un peu, mais quand même pas tant que ça, parce que si tu regardes le nombre de restaurants, là, j'ai juste pris le nombre de restaurants Michelin. Les États-Unis en ont une crise de tonnes, puis ils sont juste dans quelques petites villes, alors qu'en France, tu en as une shit tonne qui sont réparties un peu partout à travers le territoire. Et la distribution, je regarde les données maintenant, là, je te garantis que l'hypothèse que je t'ai faite est absolument vraie. Toutes choses étant égales par ailleurs, les endroits avec où est-ce que le pourboire est, ce nombre de restaurants-là de haute qualité qui fait du service, puis il y a un gradient de qualité selon les types de clients, il y en a plus. C'est ça le point. Fait au final, si tu te mettais à réglementer, la chose qu'il faut qu'on dise, c'est pas que la solution serait pire que le problème si on présume qu'il y a un problème. Mais pourquoi les Québécois se tournent constamment vers le gouvernement pour régler des problèmes qui, à toute fin pratique, présentement, c'est des problèmes d'inconfort? C'est pas un problème de t'as perdu de l'argent, que tu t'es fait arnaquer. C'est des problèmes d'inconfort. Tu as de la difficulté à dire non. Ben, moi, je pense pas que c'est les Québécois qui se tournent vers le gouvernement. Je pense que là, c'est le cas inverse. C'est le gouvernement dans un move typiquement populiste, parce que le populisme, que ça vous plaise ou pas, c'est pas juste Pierre Poilievre et Donald Trump. Là. Il y a aussi des gouvernements d'autres obédiences qui font ça. Et moi, c'est comme ça que je l'ai vu. C'est carrément il y a quelqu'un qui s'est dit hey, ça, c'est de quoi qui gosse vraiment le monde, puis c'est populaire d'aller jouer là-dedans. Puis je pense qu'il avait misé juste, malheureusement. Mais tu sais, je pense pas qu'il y a du monde qui faisait des pétitions pour demander au gouvernement de jouer là-dedans. Non, c'est comme un peu, je disais, ces discussions-là sur le pourboire, c'est des affaires de show de radio l'été dans Slow News Day. Mais t'avais-tu une comique? Ça me fait penser, quand tu le dis, j'ai envie de l'expliquer avec le modèle de Gary Becker qui s'appelle Rational Addiction. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que tu commences quelque chose qui est addictif mais qui te fait mal, t'en veux plus dans l'avenir. Mais parce que t'en as pris, t'en veux encore plus. Fait que c'est comme si ton désir de quelque chose augmente au fur et à mesure que tu le fais. Et c'est rationnel d'être addicted. Fait que tu as intervenu une première fois dans l'économie pour gérer nos petites émotions, pour gérer nos petits problèmes. Puis là, après ça, c'est plus facile d'avoir la prochaine intervention parce que c'est ton prochain fixe. Et tu cumules. Mais c'est qui est addicted? C'est le gouvernement qui est addicted d'intervenir ou c'est les citoyens qui sont addicted d'avoir le gouvernement qui intervient pour eux? C'est les deux. Moi, je te dirais que c'est plus le gouvernement est toujours prêt à faire ces affaires-là. Les politiciens veulent toujours avoir du contrôle. Mais James Buchanan avait un texte que j'aime beaucoup. Il ne parlait pas de paternalisme, mais de parentalisme.
Paternaliste, c'est que l'État veut te dire quoi faire, il veut être l'État nounou. Mais parentalisme, c'est qu'on veut quelqu'un qui vienne être notre parent. Et il dit que l'érosion, ça c'est à la fin de sa carrière qu'il écrivait ça, mais l'érosion des normes sociales qui gouvernaient nos comportements, qui n'étaient pas des normes, qui n'étaient pas des normes qui étaient créées par l'État, mais des normes qui ont émergé par évolution culturelle, par évolution historique, par nécessité personnelle. Au fur et à mesure que l'État prend de la place, il fait l'érosion de ces normes. Et donc, on doit prendre une nouvelle ronde de l'État qui agit comme le parent qui réglemente nos comportements, qui régule nos comportements. Et donc, c'est ça le rational addiction. Il le présente comme ça. Et notre addiction, c'est au parentalisme de l'État plutôt qu'à autre chose. Comment qu'on fait pour faire virer ça de bord? Je suis plus capable. On fait ce qu'on fait là, puis on invite les gens à se servir de leur propre libre arbitre. Là. Ou on peut commencer avec ma proposition préférée, définancer Radio-Canada. Ouais, ça, c'est quand même un bon début. Mais c'est pas fou ce que tu dis là, parce que ce projet de loi-là, moi, quand j'ai vu ça sortir, j'étais en calvasse. J'étais là, tu me niaises-tu? Mais on va sacrer ça sur Twitter, puis mon message a eu comme plein de likes, puis j'étais là, OK, je suis pas tout seul, Là, une couple de commentaires de gens, ouais, mais c'est chiant un peu, puis OK, ouais, là, j'ai comme commencé à revirer de bord un peu. Mais quand j'ai vu la couverture médiatique du projet de loi, man, là, j'étais là, j'ai dit, man, là, je suis plus capable de vivre ça. Là, c'est... Non, là... Ils trouvent ça génial, puis là, ça n'a pas de bon sens. Puis tu sais, on dirait qu'ils se rendent même pas compte qu'ils tapent sur le petit monde. Dans le sens que Christy, la serveuse là, du Normandin, elle gagne pas 200 000 par année, elle, là. On la présente comme quelqu'un qui comme une fourre le monde. Ouais, c'est ça. Non, c'est exactement ça. Puis tu sais, dans la couverture journalistique de ce type de choses-là, je trouve, comme du reste d'ailleurs, on accorde beaucoup. Tu sais, les projets de loi, par exemple, vont être évalués et commentés à l'aube de la stratégie politico-communicationnelle qu'il y a derrière et non sur le bien fondé de la proposition elle-même. Un peu comme ce qu'on a vu comme couverture médiatique quand Yuri fait sa conférence de presse, annonçait qu'il partait de la CAQ. Très peu de gens ont analysé et commenté le fond de ce qu'il disait. La plupart des commentaires, c'était « il voulait être ministre puis il n'est pas content. Il s'est chicané avec un tel. Il est arrivé telle affaire. » Ouais, mais mettons le fond de ce qu'il dit. Là. Oublions les petites martingales politiques puis les stratégies à 2 balles. Puis attardons-nous au fond de ce qui a été dit. Je vais être honnête, il y a Mario Dumont qui en a parlé. Il y a nous, il y a quelques personnes. Mais le reste des trucs, c'était que du commentaire sur la stratégie, le qu'est-ce qu'il y a, puis pourquoi. Le human interest. Ben oui, le human interest. Donc, avec le pourboire, moi, je pense pas que les gens qui commentent ça ont vraiment réfléchi sur la liberté des gens, le rôle fondamental de l'État. Même chose, Yann et Vincent, avec l'histoire des boîtes à lunch que Québec solidaire et le PQ veut faire aux enfants. Là. Est-ce qu'il y a vraiment une réflexion de fond sur le rôle fondamental de l'État, la responsabilité d'un parent envers son enfant? Non, c'est juste « Ouais, mais là, c'est pas normal que des enfants mangent pas. » Mais oui, tout le monde est pour la tarte aux pommes. Pensez-vous que ça me fait plaisir de savoir qu'il y a peut-être des enfants qui ne mangent pas le matin? Ça me fait vraiment pas plaisir. Ben, on le voit, les publicités fédérales pour le régime d'assurance dentaire nationalisé, c'est aucun parent devrait manquer son rendez-vous chez le dentiste parce qu'il n'est pas capable de se offrir. No one should. No. Quand tu entends un ministre dire « no one should », quand tu entends un démocrate aux États-Unis commencer sa phrase par « no one should », tu dis « ah, c'est-tu que ça va coûter cher ». Puis après ça, tu te dis 2 ans plus tard, il y a un tata au Québec qui va le copier. C'est tout le temps les mêmes patterns, puis ça donne une expansion étatique tout simplement démentielle. Complètement démentielle. Tu sais, je veux dire, je reviens sur les chiffres que j'ai sortis récemment. La croissance de l'État au Québec, là, on prévoit de dépenser, en fait, non, on va dire, en 2010, on dépense 60 milliards de dollars.
on prévoit dépenser quelque chose. 69 milliards de dollars qu'on dépense en 2010, c'est ça. 69 milliards de dépenses publiques en 2010 au Québec. On va péter 160 milliards en 2024. Est-ce que les gens réalisent à la vitesse que ça va? C'est 14 ans. En 14 ans, on passe de 69 milliards de dollars à 160. Ça en fait des taxes et des impôts, ça, les amis. Oui. Puis dans le cas de l'intervention, comme dans le cas des pourboires, le problème, c'est que si on considère toujours les interventions de l'État de manière isolée et ciblée, la conclusion auquel on peut facilement arriver, c'est toujours ouais, mais c'est pas quelque chose de majeur. C'est un petit projet de loi, c'est une petite intervention, Ouais. mais c'est une accumulation. Puis je pense, Vincent, tu avais raison de le rappeler. C'est comme une accumulation qui fait qu'à un moment donné, la liberté, c'est comme un peu un muscle. L'exercice de la liberté, c'est quelque chose qui, à un moment donné, ça devient atrophié. C'est que tu t'es tellement. Chaque fois qu'il y a un problème, chaque fois qu'il y a une contrariété, chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, tu en appelles à une loi du gouvernement, un règlement, une intervention. Quand il y a eu l'histoire de. Puis je sors du sujet un peu, là, puis on va passer plus sur Patreon, là, mais c'est le même sujet en réalité. Quand il y a eu l'histoire que des villes voulaient interdire Airbnb, moi, quand je parlais de ça, il y avait plein de commentaires. C'était du genre, ouais, mais si à côté de chez vous, il y a du monde qui loue à la maison, font le party jusqu'à 3 heures du matin, ça te dérangerait. Oui, mais une politique publique de privation de droits de liberté, de propriété, ça se décide pas sur moi, chez moi, je suis dérangé parce que le voisin fait un barbecue ou a loué sa maison à des gens. Une anecdote. C'est de l'anecdote, puis écoute, je veux dire, c'est un inconfort qui ne justifie pas une loi. Prends tes petites pattes, va voir ton voisin, puis entends-toi avec lui que peut-être ça t'importune ce qu'il fait. Puis vous avez peut-être trouvé un terrain d'entente où il va t'avertir à l'avance la prochaine fois que ça arrive. Ces principes-là de la grenouille, de petites mesurettes, puis une petite mesure, puis une petite mesure, puis un petit programme, puis un petit chèque, puis une petite subvention, puis ça s'accumule. Ça s'accumule. C'est ça qui fait qu'en 14 ans, le taux de croissance des dépenses du gouvernement du Québec est de 6,2 %, alors que tous les ministres des Finances annoncent des hausses générales d'environ 2,5 à 3 % par année, gros max, dans leur budget. La raison pourquoi ils ne respectent pas ces budgets-là, c'est exactement ça. C'est qu'il y a toujours une petite mesure à prendre, il y a toujours une petite loi à changer, toujours un petit fonctionnaire à planter, toujours une petite subvention à donner. Mais là, un petit, puis un petit, puis un petit. Puis c'est rendu, c'est même plus petit, là, quand c'est rendu, tu donnes des 7 milliards à Nordvolt, là, on s'entend, il n'y a rien de petit là-dedans. Là. Mais tu es vraiment dans... À la vitesse que ça s'en va, il faut quand même souligner, puis on pourra aller dans le Patreon après, il faut remercier Nordvolt d'échouer aussi vite qu'ils échouent, parce que toutes les promesses qui étaient contingentes au départ des activités ne seront pas données. Donc, la perte va être minimisée uniquement à l'acquisition du territoire de, j'allais dire Luc Poirier, mais Oui, c'est ça. C'est Luc Poirier? Oui. C'est ça. À part, ça va être la seule dépense qui va avoir été faite. Fait au final, on peut remercier l'inefficacité de Pierre Fitzgibbon, qui est tellement inefficace qu'elle crée une zone de paradoxe où l'inefficacité s'annule. C'est pas tout à fait vrai parce qu'on s'est rendu compte finalement qu'Investissement Québec puis la CDPQ a acheté des actions de Nordvolt. Ouais. Il y en a pour 700 millions. Finalement. On aura l'occasion. On a perdu 1 milliard au lieu de 7. C'est ça. On aura l'occasion d'en reparler. On s'en va dans la partie Patreon. Joignez-vous à nous. Vous avez votre essai gratuit pour 7 jours quand vous prenez l'abonnement du Superfans. Puis après ça, l'essayer, c'est l'adopter. C'est comme le steak and egg au restaurant. Donc, joignez-vous à nous. Joignez-vous aux vrais experts. Exact. Joignez-vous aux vrais #les experts.